Merci à nos illustres invités qui sont ici présents, aux artistes, aux hommes politiques et femmes politiques. Merci au voisinage. Voilà, c'est formidable Terre et Famille parce que finalement c'est un bouillonnement d'énergie. Merci à Anne Brassier, la marraine de Terre et Famille, d'être ici aujourd'hui. Et puis surtout merci à notre invitée Valérie Bugot qui, pour ceux qui suivent la programmation de Terre et Famille, auront compris qu'à l'origine ça n'était pas Valérie. Mais grâce à notre amitié et grâce à Dieu, Valérie a accepté au pied levé de remplacer notre conférencière programmée à l'origine pour cette date. Donc merci beaucoup Valérie. On a changé de thème du coup. Et du coup on a changé de thème radicalement. Donc Valérie est une amie de fraîche date, mais que j'ai rencontrée grâce à Monsieur Sirapian des éditions Sigeste qui est ici présent. Cela dit en passant, vous avez des livres à l'arrière qui seront disponibles et à dédicacer. Monsieur Sirapian est ici, voyez-vous, voilà. Et qui, Monsieur Sirapian, nous a permis de faire un voyage absolument magnifique en Arménie. Pour découvrir l'Arménie. Oui. Que nous ne remercierons jamais assez de nous avoir fait découvrir ce pays exceptionnel de résistance. Une leçon de résistance, de chrétiens résistants. Donc merci, et puis je vais laisser la place à notre invité qui nous présente un sujet brûlant et ô combien d'actualité, et qui en parle de façon très pédagogique. Hein. Et j'espère qu'après on aura de nombreuses questions, il faudra en profiter, parce que c'est une chance que nous avons d'avoir Valérie parmi nous. Bonne chance Valérie, nous te confions entre les mains de la Sainte Vierge Marie. Merci Stéphanie. De notre mère. Bon. Alors, ça marche? Oui. Donc le thème de ma conférence de ce soir a été déterminé d'un commun accord avec Stéphanie. Nous nous sommes mis d'accord pour donner le sujet « L'État peut-il résister aux banques ?» Alors, je pense que pour traiter un sujet pareil, il faut déjà déterminer ce qu'est l'État, déterminer ensuite ce qu'est la banque, et ensuite ça permet de comparer les deux et de voir comment effectivement répondre à la question. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien je voudrais insister sur une chose qui est en train de se passer actuellement, dont les gens ont très très peu conscience, et qui est une guerre à mort, une guerre monétaire à mort. Et cette guerre monétaire, elle concerne la monnaie internationale, le contrôle de la monnaie internationale. Cette guerre à mort, dont personne ne parle jamais, est à l'origine en réalité de tous les troubles géopolitiques que nous constatons actuellement et qui sont en recrudescence. Alors, ce qui se passe, c'est que vous savez qu'à la suite des accords de Bretton Woods, les Américains ont obtenu que la monnaie internationale soit le dollar américain. Or, il se trouve que les contraintes économiques qui pèsent sur une monnaie nationale sont opposées aux contraintes économiques qui pèsent sur une monnaie internationale. Parce qu'une monnaie nationale, pour fonctionner de façon satisfaisante, doit privilégier les exportations par rapport aux importations. Or, pour qu'une monnaie internationale fonctionne correctement, il faut que les importations soient privilégiées par rapport aux exportations, de façon à pouvoir abreuver le monde entier en devises. Donc le dollar en tant que monnaie nationale n'était pas apte à terme à remplir un rôle satisfaisant de monnaie internationale, dans le sens où la monnaie internationale est un élément indissociable d'un futur gouvernement mondial. Voilà. Donc ça, c'est le préambule, parce que si on ne sait pas ça, on ne comprend rien, en fait, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous avez compris que le dollar était actuellement extrêmement contesté, et il a été contesté en priorité par les grands banquiers de la City qui veulent imposer une monnaie nationale, une monnaie internationale, qui était déjà proposée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Keynes. C'était le Bancor qui était proposé par Keynes. Donc c'était un panier de monnaies qui devait représenter la monnaie internationale. Keynes a plié devant la volonté américaine qui était
le pays qui était le grand gagnant finalement le grand gagnant financier et économique de la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous avons eu le dollar, d'abord adossé à l'or, ensuite adossé au pétrole, donc pétrodollar, qui a servi de monnaie d'échange internationale dans les transactions internationales. Donc cette époque s'achève, touche à sa fin. Et donc les gens qui ont fait, enfin les grands détenteurs de capitaux américains qui ont fait leur fortune sur le fait que le dollar était la monnaie mondiale, ne voient pas évidemment la chose d'un bon œil. Donc il y a une guerre, cette partie des Américains, on peut, pour faire simple, hein, grosso modo, c'est les WASP américains. Donc ces gens-là se sont élevés contre la volonté des banquiers de la City de faire évoluer la monnaie internationale vers un panier de monnaie. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant, mais en 1988, le journal The Economist parlait pour 2018, je crois que c'est 2018 d'ailleurs, d'une monnaie internationale qui s'appellerait Phoenix. Et en effet, les DST qui sont promus actuellement par le FMI, c'est le Bancor qui renaît de ses cendres. C'est donc bien le Phoenix. Les DST seront un panier de monnaie locale. Quand je dis local, évidemment, vous avez compris que la Chine devait entrer dans la détermination de cette monnaie, de ce panier de monnaie. Et c'est ce qui a justifié tous les ennuis d'un homme politique que vous connaissez qui s'appelle DSK. Voilà, c'est justement cette guerre qui a été menée, DSK a mené la guerre où finalement œuvrait pour faire émerger cette monnaie, ce panier de monnaie. Ce que les Américains voyaient d'un très mauvais œil. Voilà. Donc, aujourd'hui, la monnaie internationale qui se profile s'appelle droits de tirage spéciaux. Elle sera gérée officiellement par le FMI, mais à parité, je pense, par également la Banque des règlements internationaux qui est située à Bâle et qui sera, à terme, chargée de réguler les avoirs des États en fonction en intégrant les dettes de façon à réguler chaque État, la finance de chaque État par rapport à cette nouvelle définition de monnaie. Voilà, alors ça c'était effectivement une remarque liminaire, mais je trouve utile de la faire parce que les gens en général ne comprennent pas ce qui se passe. C'est le fondamental de toutes les guerres géopolitiques que nous connaissons actuellement, c'est la source géopolitique des guerres. Donc évidemment, les grands médias n'en parlent pas, les économistes non plus. Je trouvais utile de préciser ces petites choses. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va revenir à notre sujet. L'État peut-il résister aux banques ? Alors ça, c'est une question piège. Puisque déjà, tout le monde pense savoir ce qu'est un État. Mais l'État ne coule pas de source. Et en réalité, quand on parle d'État aujourd'hui, on est très largement dans une imposture. Parce qu'il faut revenir toujours aux fondamentaux, à la sémantique et au sens profond des institutions et des terminologies juridiques. Parce que si on ne fait pas ça, on se rend très rapidement compte que les événements, enfin les institutions peuvent dériver, et dériver de façon... on garde la forme et le fond évolue de telle sorte que la forme n'a plus de substance. Alors il y a très nombreux exemples de ce type-là dans l'évolution des institutions, mais aujourd'hui je vous parlerai de l'État. Donc, s'interroger sur les forces respectives de l'État et des banques nécessite de s'intéresser à la signification profonde du pouvoir au sens politique du terme. Que signifie le pouvoir politique ? Que représente-t-il ? Et quelle est sa justification ? Ce sont des questions qui sous-tendent toute l'architecture juridico-politique, c'est-à-dire toute l'organisation socio-politique de l'État. Pour avoir une juste appréciation du concept d'État, il faut donc avoir une juste compréhension du concept de pouvoir politique. Donner un sens au concept de pouvoir politique permettra de donner un sens à celui d'État, et par une chaîne de causalité, il sera ensuite possible de déterminer clairement ce qu'est la souveraineté et à qui doit-elle fonctionnellement échoir afin de respecter les concepts ci-dessus énoncés.
Donc, qu'est-ce que le pouvoir politique? Eh bien, le mot politique vient du grec polis, comme vous le savez, qui signifie cité. Donc, la politique recouvre donc l'idée du vivre ensemble, d'organiser la vie de la cité, la vie en commun. Au sens propre, la politique consiste donc à organiser la vie en commun à l'intérieur d'un espace géographique délimité. Ça suppose une identification, la délimitation d'un intérêt commun à tous les membres du groupe concernés par la délimitation géographique. Alors, cet intérêt commun propre à la politique suppose lui-même que la politique ne consiste pas à affirmer et imposer un intérêt catégoriel ou d'ordre privé, mais au contraire consiste à identifier et à faire prévaloir l'intérêt commun sur la somme des intérêts particuliers qui émanent de la dite cité et qui sont consubstantiels à son existence. En effet, aucune cité n'existe dans un parfait concordat. La vie en commun, chacun en fait l'expérience, même en famille, suppose la confrontation incessante d'une multitude d'intérêts privés et catégoriels. Il n'existe pas de cité dans lesquelles tout le monde sera toujours d'accord. Ça n'existe pas. C'est de l'utopie. Donc, rendre cette vie en commun supportable, pour accepter, pour trouver un modus vivendi, il faut donc instituer une sorte d'arbitre dont le rôle va consister à trancher entre les différents intérêts contradictoires de façon à instituer un statu quo de nature à apaiser les conflits. Pour être supportable et donc suivi, ce statu quo doit être perçu comme juste, ou du moins perçu comme le plus juste possible en l'état actuel d'une situation donnée. La politique consiste donc, si les mots ont un sens, à arbitrer entre des conflits de façon à rendre possible la vie en commun sur un espace géographique délimité. Élément fondamental de l'organisation sociale, le terme politique est donc synonyme d'arbitrage, de justice, fondamentalement. À partir de là, il devient possible de discerner le sens primitif du pouvoir politique. Sémantiquement, le pouvoir signifie avoir la capacité de, c'est-à-dire les moyens concrets de faire, de réaliser quelque chose. Appliqué au concept politique, le pouvoir signifie donc la capacité d'imposer l'intérêt commun aux différents intérêts privés ou catégoriels. En d'autres termes, si la politique consiste à déterminer un intérêt commun en opérant des arbitrages perçus comme justes, le pouvoir politique sera le pouvoir de faire matériellement appliquer ces arbitrages, au besoin par la contrainte. Alors maintenant qu'on a déterminé ce qu'était un pouvoir politique, qu'est-ce qu'un État? Alors, dans l'ordre interne, une entité juridique incarnant l'intérêt commun, c'est grosso modo ce à quoi répond l'État. Pour que des arbitrages de nature sociologique et politique puissent effectivement être mis en œuvre, y compris si nécessaire par la force, il faut que le pouvoir politique soit incarné par une institution juridique dotée d'une réalité politique, ce à quoi répond précisément en interne la notion juridique d'État. La justification de l'État est également sa raison d'être, c'est-à-dire son signifiant. Elle est entièrement comprise dans la notion d'intérêt commun, d'équilibre des forces en présence sur un territoire donné et d'arbitrage dans le sens de la justice. Car il faut bien considérer que les arbitrages qui seront rendus ne seront à terme respectés par les justiciables de l'État en question que s'ils apparaissent globalement justes. Autrement dit, le rôle de l'État ne sera accepté par tous que s'il remplit la fonction qui justifie son existence, celle pour laquelle il existe, c'est-à-dire garantir le respect d'un équilibre des forces en présence sur le territoire sur lequel il a juridiction. On peut également élargir la perspective et aller chercher le rôle et la fonction de l'entité dénommée État dans un ordre juridique externe. Et là, il faut définir le cadre dans lequel s'inscrit le débat. Si le concept d'État tel que ci-dessus décrit s'est développé dans le monde entier, à mesure que s'imposait l'ordre juridique et politique occidental au reste du monde, il n'en reste pas moins que ce concept est profondément de nature européenne, c'est-à-dire que son signifiant est entièrement compris dans la culture gréco-latine propre à ce que fut l'Europe. Il est donc indispensable, afin de conserver une cohérence au signifiant, en l'occurrence le concept d'État, d'en apprécier la réalité externe dans le contexte culturel européen. Les traités de Westphalie, c'est-à-dire les pourparlers de Münster d'un côté et d'Osnabrück de l'autre, signés le 24 octobre 1648 et auxquels ont participé toutes les puissances occidentales, à l'exception notable du tsar russe, du roi d'Angleterre et du sultan ottoman, a déterminé les principes des États européens. Le fondement principal de ces traités internationaux a été la recherche d'un équilibre des puissances politiques qui s'exerçaient en Europe à cette époque. Aucun État ne devait être plus puissant que tous les autres réunis. C'étaient les principes issus des traités de Westphalie. Jusqu'à la disparition en 1806 du Saint-Empire romain germanique, les traités de Westphalie ont géré l'équilibre des forces géopolitiques en Europe.
l'Empire est morcelé en 350 petits États, sonnant le glas de la puissance des Habsbourg. Les grands gagnants de ce traité avaient été la Suède, les Pays-Bas et la France. Contrairement à ce que certains en disent, le concept de l'État westphalien n'est pas mort au XXe siècle. Ou plutôt, si les morts en apparence sont signifiants à survécu, car la paix qui s'est installée en Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale doit tout au concept de l'équilibre des forces mis en œuvre par les traités de Westphalie. C'est en effet sur ce principe de l'équilibre des forces que fut fondée la paix qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, due à l'équilibre de la terreur nucléaire qui existait entre les blocs de l'Ouest, dirigés par les États-Unis, le bloc de l'Ouest dirigé par les États-Unis, et de l'Est communiste, dirigé par l'Union soviétique. Ce ne sont bien entendu pas les instances européennes, pas encore nées ou balbutiantes, qui ont généré la paix en Europe depuis 1945, mais bien l'équilibre de la terreur. Équilibre des forces qui avait déjà prévalu lors des traités de Westphalie. Vous voyez, la forme change, mais le signifiant perdure. Au sens géopolitique européen du terme, l'État doit donc être une entité disposant d'une autonomie suffisante pour garantir la sécurité de ses ressortissants. Cette entité doit, selon les principes westphaliens, être capable de se mesurer, seule ou avec ses alliés, à des voisins plus puissants. Notons qu'aujourd'hui, la taille géographique ne semble plus être le critère déterminant qu'il fut à l'origine. Les capacités techniques ont pris de telles proportions dans tous les domaines, militaires mais aussi énergétiques, biologiques, etc., que les États seront davantage ceux capables de développer des idées techniques et technologiques créatrices que ceux détenant des matières premières. Même s'il est évident que la détention de matières premières reste un avantage comparatif très important. Mais cet avantage n'est plus dirimant, il peut aujourd'hui être compensé par des échanges de type bien contre service entre États. La capacité créatrice et l'ingéniosité des ressortissants d'un État peuvent à eux seuls garantir que l'État en question sera en mesure d'assurer la sécurité intérieure et extérieure. Alors, maintenant que la terminologie a été un peu explicitée, à l'intérieur de l'État, qu'est-ce que la souveraineté et à qui doit-elle échoir ? Si on parle des présupposés de l'État décrits ci-dessus, la souveraineté ne peut appartenir formellement qu'à l'État. Le vocabulaire juridique décrit en effet la souveraineté comme étant le caractère suprême d'une puissance qui n'est soumise à aucune autre. Toutefois, cette analyse est insuffisante, car il faut encore déterminer comment la souveraineté est exercée et comment sera garanti le fait que la souveraineté sera échue à un État représentant effectivement l'intérêt commun de ses membres. Autrement dit, une fois établi que l'État est l'objet de la souveraineté, il faut encore analyser le sujet de cette souveraineté. L'État décrit ci-dessus est composé d'individus vivant sur un territoire délimité et qui acceptent de se doter d'institutions chargées d'organiser leur vie en commun. Dans ce sens, le sujet de la souveraineté est la population vivant sur le territoire en question. Et nous retrouvons ici l'idée politique de peuple souverain qui a émergé à la Révolution française mais n'a en pratique jamais été mise en œuvre jusqu'à ce jour. En interne, c'est-à-dire du point de vue intérieur à l'État, la souveraineté est le caractère d'un organe qui n'est soumis au contrôle d'aucun autre et se trouve investi des compétences les plus élevées. Mettre en œuvre l'idée selon laquelle le peuple est le sujet de la souveraineté suppose de transcrire dans les institutions une exigence de mandat impératif qui s'oppose radicalement à l'idée de mandat représentatif que nous connaissons actuellement et depuis 1789. Il faut également considérer que le système parlementaire hérité de la Révolution de 1789 a été directement importé d'Angleterre. Ce système établit un organe constitutionnel immuable, le Parlement, dont le seul rôle, la seule fonction est de créer des lois. Or, tous les gens qui ont travaillé sur les organisations savent que ces dernières, une fois créées, n'ont de cesse que de faire du zèle pour justifier leur existence. Il en résulte fatalement que l'établissement constitutionnel d'un Parlement, à la façon anglaise, générera à terme une surabondance de textes. Cette inflation législative nuit à la sécurité juridique et matérielle des ressortissants de l'État. Le Parlement à l'anglo-saxonne est en lui-même une institution qui est donc antinomique avec la notion politique d'État, puisqu'elle n'est pas en mesure de garantir la sécurité intérieure des ressortissants de cet État. Voter à intervalles réguliers pour des élus censés les représenter au sein d'un Parlement ne permet aucunement aux électeurs de maîtriser ou canaliser qualitativement autant que quantitativement les lois qui seront votées par lesdits élus lors de leur mandat. Le vote pour les prétendus représentants du peuple n'est pas libre, mais encadré par la cooptation préalable des élus par des partis politiques. Les électeurs ne maîtrisent pas réellement les gens pour lesquels ils sont sommés de voter, car ces derniers sont présélectionnés en amont
et selon un nombre de tractations plus ou moins opaques par des partis politiques. Cette présélection des élus garantira de façon fonctionnelle beaucoup plus la loyauté des élus vis-à-vis du parti duquel ils sont issus et qui se chargera de financer leurs élections qu'envers des électeurs anonymes. Le régime parlementaire à la mode britannique et le mandat représentatif qu'il sous-tend ne permettent aucunement de mettre en œuvre la souveraineté populaire. Ce type d'institution est totalement disqualifié pour asseoir le principe de l'autodétermination des peuples, car la souveraineté ainsi comprise est captée par des organismes intermédiaires, les partis politiques. Or, ces partis politiques ne dépendent pas tant des électeurs que des créanciers qui leur permettent de financer les incessantes élections leur permettant de conserver le pouvoir politique formel. Je dis formel car ce pouvoir politique apparent est dénué de sens politique réel, capté par les détenteurs de capitaux. Il est devenu par là même une coquille vide de tout signifiant politique réel. Il faut donc revenir, car en la matière tout a déjà été inventé, à des institutions permettant de mettre effectivement, c'est-à-dire institutionnellement en œuvre, les différents intérêts des différents membres et catégories socio-professionnelles d'une population installée sur un territoire déterminé. Nous évoquons ici deux principes essentiels. Le premier principe est celui de l'instauration de corps intermédiaires pour chaque catégorie sociale, de nature économique mais aussi non économique, comme le sont toutes les activités visant à créer du lien social, de l'instruction, des soins, etc. Le second principe est que les représentants de chacun de ces corps intermédiaires devront être régis par un mandat impératif qui garantira la loyauté et la transparence du représentant vis-à-vis de ses mandataires, qui seront également ceux qui l'auront élevé à leur charge de représentation. Une fois que seront dûment représentés tous les intérêts sociaux, les différentes catégories sociales, les instances étatiques, représentées par un gouvernement dirigé par un chef, pourront effectivement remplir le rôle qui leur est imparti, à savoir trancher entre les intérêts divergents issus de la population qu'ils ont à régir. En d'autres termes, assurer la viabilité et la pérennité de la vie en commun sur un territoire déterminé, sachant que dans ce type d'organisation sociale, la responsabilité est nominative et les gens seront clairement responsables de la fonction qu'ils occupent. Aujourd'hui, ce rôle ne peut fonctionnellement pas être rempli par les pouvoirs exécutifs qui sont des émanations du pouvoir économique caché. Les intérêts privés des grands capitalistes qui prévalent actuellement sans partage emportent définitivement le concept d'État dans les oubliettes de l'histoire. En conclusion, il faut retenir que la séparation des pouvoirs conjuguée avec le principe parlementaire britannique, qui éclate les responsabilités et donne le pouvoir aux partis politiques, est une organisation politique structurellement inapte à mettre en œuvre le principe de l'autodétermination des peuples. Donc ça, c'est la partie consacrée, un peu longue, consacrée à l'État, à la souveraineté et à la notion de pouvoir politique. Maintenant, puisque le sujet est quand même « l'État peut-il résister aux banques ?», il faudrait s'attacher un peu à définir ce qu'est une banque. Et la banque, elle a une définition d'abord et avant tout technique. La banque est une entreprise privée qui prend différentes formes en fonction des États dans lesquels elle est implantée. Les grandes banques à implantation internationale sont économiquement contrôlées par des personnes physiques dont le grand public ignore la plupart du temps le nom. Au fil du temps, le système bancaire s'est intégré à différents niveaux. D'une part, il s'est institutionnalisé et internationalisé, et d'autre part, il s'est consolidé au niveau de chaque État. Historiquement, sur le territoire de chaque État, les propriétaires de certaines banques privées se sont associés pour créer une banque centrale. Cette banque centrale a été vendue aux autorités politiques en mettant en avant les immenses services qui seront ainsi rendus à l'État en question. Ces banques centrales ont été présentées au public sous la forme de banques d'État, alors que la détention capitalistique des dites banques restait dans des mains privées. Dès lors, les entités juridiques de droit public, dénommées États, se sont portées garantes des capitaux privés investis dans ces banques centrales. Donc la banque est bien une entreprise privée de nature internationale. Il en découle que la banque est une organisation détenue par des personnes privées qui restent le plus souvent anonymes. L'organisation des banques en groupes d'entreprises bancaires et financières qui forment un nuage capitalistique est un moyen essentiel, sans jeu de mots, capital, pour rendre anonymes les véritables détenteurs de capitaux de ces entités tentaculaires. En effet, il est parfois, la plupart du temps, très difficile, même pour les services de l'État, de remonter aux associés décisionnaires des groupes d'entreprises en raison du nombre de sociétés, de leur imbrication dans de multiples États et de la multiplicité des formes sociales juridiquement disponibles. Il faut évidemment ajouter à cela que certains États vivant sous la coupe du droit anglo-saxon
organisent eux-mêmes l'anonymat des détenteurs de capitaux de certaines structures juridiques utilisées à des fins professionnelles, telles que les trusts anonymes. Ces pratiques de groupes d'entreprises permettent aux détenteurs actifs des capitaux de prendre au niveau mondial un poids économique et politique de plus en plus important, tout en restant dans l'ombre, c'est-à-dire à l'abri de toute responsabilité politique. Donc vous avez un accroissement du pouvoir économique qui déteint sur le pouvoir politique, mais tout en restant anonyme. Donc vous avez un accroissement du pouvoir et une décorrélation avec la responsabilité qui normalement devrait aller avec. La banque, d'autre part, n'est pas seulement maintenant des entités, des nuages capitalistiques au niveau international, implantées sur tous les États du monde, mais elle s'est aussi, au niveau de chaque État, consolidée dans un système de banque centrale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les seules banques centrales qui restent à peu près indépendantes, c'est-à-dire indépendantes des grandes banques privées qui siègent à la City, et surtout à la BRI, je crois qu'il n'y en a plus que 3 dans le monde entier. Il n'y a plus que Cuba qui reste encore indépendante, vous avez la Corée du Nord et vous avez la Syrie. Non, l'Iran. La Syrie, je crois, j'ai un doute sur la Syrie, l'Iran est encore indépendante des banquiers de la City. Toutes les autres banques sont, de façon directe ou indirecte, corrélées avec les banques privées de la City. Donc les banques centrales sont nées sous le signe de l'imposture. Présentées comme des banques d'État, elles disposaient à ce titre de la garantie de l'État, c'est-à-dire de la garantie des contribuables, c'est-à-dire socialisation des pertes. C'est de ça dont on parle. Alors que ces capitaux restaient dans des mains privées. L'appropriation par des intérêts privés est le vice initial du concept de banque centrale. C'est ainsi que la Banque d'Angleterre en 1694, la Banque de France 1800, la Fed 1913, la Banque des règlements internationaux 1930, le système européen des banques centrales, l'ISEBC, décidé par le traité de Maastricht en 92 et entré en vigueur en 99, reflète tout un désengagement des instances politiques de l'État dans la gestion centralisée des masses monétaires en circulation. Aujourd'hui, la distinction institutionnelle fallacieuse entre gestion monétaire et gestion politique est entrée dans l'inconscient collectif comme une normalité. Tout le monde estime normal que les banques centrales soient indépendantes du pouvoir politique. Personne ne se pose plus la question de savoir pourquoi doivent-elles impérativement être indépendantes. Dès que vous évoquez la question politique de la dépendance de la Banque centrale vis-à-vis du gouvernement, les âmes qui se croient éclairées vous répondent immanquablement « souvenez-vous de Weimar ». Mais à la vérité, l'épisode de Weimar est une mauvaise réponse, car l'hyperinflation de cette époque a été le résultat d'une politique elle-même très largement sous domination capitalistique. Certains rétorqueront que la Banque de France a été nationalisée, mais là encore, il faut s'entendre sur les termes. Que signifie réellement une banque nationalisée par un État lui-même entièrement sous dépendance des grands propriétaires de capitaux? Donc vous voyez, la banque, c'est à la fois un organisme tentaculaire qui est implanté au niveau international, et c'est un organisme qui est géré de façon centrale sur chaque État et de façon coordonnée, essentiellement par un organisme qui s'appelle la BRI, mais par tout un tas d'autres réunions plus ou moins formelles. Donc la banque a eu un rôle institutionnel au niveau international qui ne se résume pas au FMI, à la Banque mondiale, qui sont des éléments importants du système, mais qui sont dans lequel les piliers réels sont les banques privées. Donc en réponse à la question « l'État peut-il résister aux banques ?» Eh bien, je répondrai d'abord par un constat et ensuite par une lueur d'espoir. Donc le constat, c'est que l'État, actuellement, est entièrement dominé par le système bancaire. Et je citerai la célèbre phrase de Napoléon, « La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ». De façon fonctionnelle, l'État n'a, sans les banques, aucun moyen financier propre pour atteindre les objectifs étatiques qu'il se fixe. En abandonnant dans des mains privées sa fonction régalienne de battre monnaie, l'État s'est volontairement placé dans une position d'infériorité par rapport aux détenteurs du fait économique. Or, les banquiers ne cherchent pas l'intérêt commun aux citoyens, ce qui est le rôle de l'État en tant qu'entité politique, on l'a vu en première partie. Ils cherchent le développement de leur intérêt privé, qui est de nature catégorielle. Cet intérêt privé consiste aujourd'hui à asseoir leur domination politique par l'élaboration d'un gouvernement mondial qu'ils contrôleraient définitivement. L'abandon volontaire par l'État de la gestion monétaire a pour conséquence directe de priver l'État de toute substance politique. L'État est devenu un simple outil de pouvoir aux mains des banquiers anonymes.
Cette appropriation du phénomène politique par les principaux propriétaires d'organismes bancaires s'est produite par le biais du contrôle intégral du phénomène économique par les dits banquiers, qui sont les propriétaires des grandes banques. Ce contrôle s'est réalisé par deux moyens principaux, le contrôle des monnaies, des masses monétaires en circulation, et l'anonymat des capitaux. L'anonymat a permis aux banquiers d'organiser un accaparement discret des biens tangibles de cette terre, sans soulever la juste indignation des masses populaires que n'aurait pas manqué de faire une appropriation officielle par quelques personnes, aussi violente eût-elle été. Le contrôle des masses monétaires en circulation a permis le contrôle par corruption du phénomène politique et le développement des moyens légaux d'appropriation discrète des biens. C'est ainsi que l'État a lui-même organisé l'anonymat des capitaux qui permet aux propriétaires contrôlant les grandes banques de rester anonymes, ce qui favorise et rend possible le phénomène d'accaparement généralisé des biens par une combination de moyens légaux, par exemple l'optimisation fiscale, et de moyens détournés, faisant l'objet d'un consensus international tel que le sont les paradis fiscaux. Alors, quand même, je ne voudrais pas être trop pessimiste, il y a une lueur d'espoir parce que rien n'est écrit pour l'avenir et la domination des États par les banques n'est pas inéluctable. Ce que la main de l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Mais ça ne se fera pas tout seul et il y a des conditions à ça. Une condition de forme et des conditions de fond. La première condition de forme est une condition sine qua non. Elle est que les ressortissants des États prennent conscience de leur entière dépossession du phénomène politique. Ce qui signifie qu'ils devront politiquement s'organiser de façon à se donner les moyens concrets de reprendre le contrôle de leur destin collectif. Il me semble justement que telle est précisément l'ambition de l'association Terre et Famille. La seconde condition est en réalité plurielle. Elle est liée à la validité et à la viabilité sur la durée de la reprise en main du phénomène politique par les ressortissants des États. Il faudra impérativement, à peine d'ineffectivité de la reprise en main politique, réhabiliter le concept même de droit, de façon à rendre ce dernier compatible avec l'existence d'une civilisation. Techniquement parlant, il faudra revenir au concept juridique issu du droit continental et corrélativement abandonner le droit du plus fort qui prend la forme de la réglementation à la façon anglo-saxonne. Nous sommes sur le continent européen en cours d'abandon définitif de notre droit continental traditionnel issu du droit romain, lui-même modelé et repris au fil des siècles par des préceptes de droit canon, au profit de ce droit anglais dont l'essor date des Lumières, dominé par le principe de la loi du plus fort. La common law anglaise est un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles. Si l'on parle de droit anglais, il faut aussi évidemment parler de l'equity, selon lequel le prince, c'est-à-dire au début le roi puis le chancelier, se sont accordés le droit de juger en fonction des préceptes moraux les cas qui n'étaient pas abordés par la common law. Néanmoins, concrètement, les principes de l'equity, ainsi conçus, ne méconnaissent jamais la common law, ils s'y adaptent. Le droit continental traditionnel était un droit de régulation fait pour organiser la vie de la cité. Il répondait à des règles strictes, lesquelles étaient conçues autour du respect de la personne humaine comprise comme une partie d'un tout formé par la collectivité. Même le droit des gens, qui était grosso modo la partie du droit romain qui organisait les peuples vaincus, était conçu autour des idées centrales de la personne et de l'organisation de la vie en commun. La supériorité du droit continental sur le droit anglo-saxon provient non seulement de son expérience historique, mais aussi et surtout de sa vocation. Il est globalement, contrairement au droit anglo-saxon, mis au service de la collectivité et non à celui de quelques élites autoproclamées. Je vous ai fait là une synthèse assez courte finalement et assez dense, mais du résultat de mes recherches qui maintenant commencent à avoir de l'ampleur, puisque ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets. Donc j'ai commencé par un travail sur l'entreprise, et j'ai compris les fils capitalistiques et les instruments. J'ai compris l'ampleur de la domination que l'entreprise imposait en termes institutionnels sur le monde et sur les États. Le livre que vous avez disponible derrière vous fait une brève analyse des instances, de ce que sont les instances européennes, de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne, et analyse également en détail ce que j'ai appelé la théorie juridique de la monnaie. Parce que la monnaie est au cœur nucléaire du problème de la domination mondiale.
Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien, strictement rien, aux événements internationaux qui se déroulent sous nos yeux. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.